Pendant des années, j'ai gardé le silence tandis que ma femme s'attribuait le mérite de mon invention. Ton seul accomplissement a été de m'épouser. Mais lorsqu'elle a tenté de m'humilier publiquement et de me voler mes brevets pour un rachat d'1 milliard de dollars, j'ai dit stop. Vous n'avez pas de place à cette table. Vous n'en avez jamais eu. Claire m'a demandé d'apporter les documents de transfert. Ce soir, j'ai fini de porter un poids mort. Ce chapitre est terminé. Vous n'avez pas votre place dans cette pièce. Vous devriez peut-être reconsidérer cela. Vous avez toujours besoin de ma signature. Rien ici ne vous appartient. Le gala a été construit autour d'un accord d'1 milliard de dollars, et je suis entré en portant le seul document qui le rendait réel. Mon nom n'était pas dans le programme. Il n'avait été nulle part avec le nom Harrington depuis des années. Quand Evelyn a arraché l'insigne de ma veste et a ordonné que l'on me fasse sortir, elle n'a pas hésité. Elle n'a rien dit à la salle. Rien ne m'appartenait. Elle le croyait. Ce qu'aucune d'elles n'avait pris la peine de demander, c'était quelle signature manquait encore sur chaque page sur cette scène. Que se passe-t-il lorsque l'homme que vous mettez à la porte est le seul sans qui l'accord ne peut survivre? Si des histoires comme celle-ci vous marquent, envisagez de vous abonner. Il y en a beaucoup d'autres d'où celle-ci vient. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. J'étais entré dans cette salle de bal en portant un dossier que je n'avais jamais eu l'intention d'ouvrir en public. 12 ans de travail réduits à une pile de documents de transfert que quelqu'un d'autre avait rédigés, que quelqu'un d'autre avait programmé, et que quelqu'un d'autre avait décidé que je signerais simplement sans poser de questions. Les lustres projetaient une lumière dorée sur 300 personnes qui n'avaient aucune idée que l'accord qu'elles étaient venues célébrer par avion avait un problème critique. Ce problème, c'était moi. Et je me tenais près de l'entrée de service parce qu'Evelyn Harrington avait déplacé mon carton nominatif vers une table qui ne faisait pas face à la scène. Je ne me suis pas battu. J'ai trouvé la table, posé le dossier à côté de mon verre d'eau et regardé la salle se remplir de gens qui connaissaient le nom de Claire mais pas le mien. C'était vrai depuis longtemps, assez longtemps pour que cela ne me surprenne plus. Ce que j'avais construit, ce que j'avais passé des années de ma vie à développer dans un laboratoire que la plupart de ces gens ne visiteraient jamais, était devenu le fondement d'une entreprise dont l'histoire à succès commençait et se terminait en quelque sorte avec une femme qui n'avait jamais regardé une seule fois à travers un microscope de sa carrière. Claire était douée pour beaucoup de choses. Le génie biomédical n'en faisait pas partie. Aegis a commencé comme un problème auquel je ne pouvais cesser de penser. Il y avait une lacune dans la technologie de diagnostic d'urgence, une fenêtre de temps entre l'arrivée d'un patient et la capacité d'un médecin à identifier certaines complications en cascade. Et des gens mouraient dans cette fenêtre. J'ai passé 4 ans à développer un système de détection qui pourrait combler cette lacune, menant essai après essai dans un espace de laboratoire loué qui coûtait plus cher que mon loyer. Au moment où j'ai déposé le premier brevet, je n'avais plus rien en économie et un prototype qui fonctionnait de manière que je trouvais encore remarquable. Ce que je n'avais pas, c'était du capital ou des relations, et mettre une technologie médicale sur le marché sans l'un ou l'autre est presque impossible. Claire et moi nous sommes rencontrés alors que l'encre de ses premiers brevets était encore fraîche. Je ne cherchais pas un investisseur quand je suis tombé amoureux d'elle. Cette distinction était importante pour moi à l'époque et l'est toujours. Elle a compris ce que je construisais avant que la plupart des gens ne puissent suivre l'explication. Et c'est elle qui a suggéré la première que Harrington Biotech, l'entreprise médicale en difficulté de sa famille, pourrait être le bon véhicule pour amener Aegis au monde. Cela semblait raisonnable. Je lui faisais confiance. Nous nous sommes mariés l'année suivante et j'ai concédé sous licence les 8 brevets fondamentaux à Harrington Biotech en vertu d'un accord à durée limitée qui maintenait la propriété au Lawson Research Trust. Une entité que j'avais créée spécifiquement pour protéger la propriété intellectuelle que j'avais passé ma vie d'adulte à créer. Ce qui s'est passé au cours de la décennie qui a suivi n'était pas compliqué. Harrington Biotech a cessé d'avoir des difficultés. Aegis est passé du prototype au produit commercial sous licence. L'entreprise s'est étendue sur 3 marchés régionaux et Claire est devenue le genre de PDG dont le nom apparaissait dans les profils de l'industrie à côté de mots comme visionnaire et déterminé. Evelyn Harrington, qui ne m'avait jamais apprécié, est devenue la présidente du conseil d'administration d'une entreprise qui valait soudainement la peine qu'on s'y intéresse. Mon nom figurait dans la documentation de licence originale et nulle part ailleurs. Lors des cérémonies de remise de prix, Claire remerciait le conseil d'administration. Lors des présentations aux investisseurs, elle remerciait son équipe.
Dans la version de l'histoire des origines de Harrington Biotech qui circulait dans la presse, il y a eu un moment de leadership inspiré environ 5 ans auparavant où Claire aurait transformé la direction stratégique de l'entreprise. La technologie qui a rendu cette transformation possible n'avait pas d'inventeur dans cette version. Elle était simplement là. Je m'étais dit que cela n'avait pas d'importance. J'étais toujours au laboratoire. Je travaillais toujours sur des extensions d'Aegis, déposant toujours des brevets par l'intermédiaire du trust, faisant toujours le travail qui avait toujours compté pour moi plus que le crédit. Claire me présentait occasionnellement lors d'événements comme quelqu'un qui avait fait des recherches pour l'entreprise au début, et je me tenais à ses côtés et ne disais rien parce que la corriger en public me semblait être une trahison. Je n'avais pas encore compris que le silence que je gardais ne protégeait pas notre mariage. Il finançait sa version des faits. Le gala était l'idée d'Evelyne. $1 milliard était le montant qu'Orion Medical System avait offert pour une acquisition complète de Harrington Biotech, et la famille Harrington voulait l'annoncer avec le genre de spectacle qui cimenterait l'héritage de Claire avant que l'encre ne sèche. L'équipe juridique d'Orion avait accepté d'être présente. Il y aurait des caméras, des journalistes, des membres du conseil d'administration et assez de champagne pour remplir une piscine. Ce qu'Evelyne n'avait pas anticipé, ou avait anticipé et écarté, c'est que l'équipe d'acquisition d'Orion avait effectué un examen approfondi de la propriété intellectuelle sous-jacente et découvert que l'accord de licence de Harrington Biotech sur les 8 brevets principaux d'Aegis était à durée limitée et révocable. Les brevets eux-mêmes se trouvaient au sein du Lawson Research Trust. L'accord nécessitait ma signature pour les transférer et Orion l'avait clairement fait savoir aux avocats de Claire des semaines avant le gala. C'était la raison pour laquelle on m'avait envoyé une invitation formelle. C'était la raison pour laquelle j'avais le dossier. Ce que je ne savais pas en entrant, c'est que Claire avait déjà décidé comment la soirée se terminerait, et cela n'avait rien à voir avec les documents que je portais. Elle a trouvé le micro juste après 21 heures, lorsque la salle s'était calmée et que les verres de champagne avaient été remplis pour la 2e fois. Je l'ai regardée depuis ma table près du couloir de service alors qu'elle remerciait les membres du conseil d'administration par leur nom, remerciait l'équipe juridique, remercier les investisseurs qui avaient cru au potentiel de Harrington Biotech. Elle ne m'a pas remercié. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui est venu après, qui est arrivé sans avertissement, et avec une précision qui m'a dit que cela avait été répété. Claire a retiré la bague de son doigt et l'a levée, et la salle est devenue silencieuse de la manière dont les salles le font lorsqu'elles sentent que quelque chose est sur le point de se produire que personne n'oubliera. Elle a annoncé qu'après la conclusion de l'accord, elle commencerait un nouveau chapitre. Elle a dit qu'elle avait passé des années à porter quelqu'un qui n'avait aucune ambition, aucune carrière propre, et aucune contribution significative à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle a dit qu'elle en avait fini. 300 personnes se sont tournées pour me trouver dans la foule, et j'étais déjà debout. Je me suis dirigé vers la scène, non pas parce que je voulais me disputer avec elle devant les caméras, mais parce que je voulais savoir si elle comprenait ce qu'elle faisait. Evelyne m'a intercepté avant que j'atteigne la première marche. Elle a tendu la main et a retiré l'insigne VIP de mon revers avec 2 doigts, de la manière dont on enlèverait quelque chose qui n'a pas sa place là. Elle avait un verre de champagne dans son autre main, et elle l'a versé sur le dossier que je tenais sans rompre le contact visuel. Puis elle m'a dit, d'une voix assez forte pour que les personnes les plus proches de nous l'entendent, que je n'avais plus aucun lien avec la famille Harrington et que la sécurité me montrerait la sortie. Les 2 hommes en veste noire ont commencé à se diriger vers moi depuis des côtés opposés de la pièce. J'ai regardé le champagne se répandre sur le dossier, imprégnant la première page d'un document que Claire avait besoin que je signe. Et quelque chose en moi est devenu très calme. Pas le calme du choc, mais celui qui vient quand une chose que vous attendiez de comprendre devient enfin claire. C'est le PDG d'Orion qui a tout arrêté. Il s'est levé de la table principale et a parlé assez fort pour que toute la salle l'entende demander si quelqu'un présent comprenait qui Evelyne venait d'ordonner de faire sortir du bâtiment. Son nom était Richard Callaway, et ce n'était pas un homme habitué à voir des accords échouer à cause d'erreurs évitables. Son chef d'équipe juridique s'est levé à côté de lui et a confirmé à la salle que les 8 brevets sous-jacents à la technologie Aegis étaient enregistrés au Lawson Research Trust et que le seul signataire autorisé du trust se tenait devant le couloir de service avec du champagne sur son dossier. L'expression de Claire ne s'est pas effondrée. Elle a changé, ce qui était plus révélateur. Elle savait que les brevets n'étaient pas à elle. Elle savait qu'ils étaient à moi. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Richard Callaway rende ce fait public avant que ses avocats aient le temps de gérer le récit. J'ai ouvert le dossier. Le document du dessus était mouillé mais lisible.
Je l'ai regardé un instant, puis j'ai regardé Claire sur la scène et je lui ai demandé directement si c'était ainsi qu'elle voulait gérer 12 ans. Elle n'a pas répondu. Evelyne m'a dit de signer d'abord et de régler les affaires de famille en privé, sa voix portant le ton particulier de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Richard Callaway a annoncé que sans le consentement du détenteur des brevets, la participation d'Orion à l'acquisition était suspendue en attendant une résolution. L'accord d'1 milliard de dollars s'est arrêté dans cette salle, devant chaque personne que la famille Harrington avait rassemblée pour assister à leur triomphe. J'ai regardé la pile de documents. J'étais arrivé ce soir-là avec la véritable intention de les signer. Même après des années à voir mon nom disparaître de l'histoire de mon propre travail. Même après une centaine de petits moments où Claire avait choisi son image plutôt que ma réalité, j'avais toujours été prêt à faire cela pour elle. C'était la version de moi qui avait franchi la porte d'entrée. La version qui se tenait au bord de cette scène lisait la situation différemment. Ce que je tenais dans ce dossier était la chose vers laquelle ils avaient construit tout ce temps. Le gala, l'annonce, la bague retirée de son doigt devant les caméras, rien de tout cela n'était impulsif. Claire avait voulu que le transfert soit signé avant que toute conversation sur le divorce ne puisse commencer. Evelyne avait voulu la même chose. La séquence avait été délibérée, et le caractère délibéré de celle-ci était la chose que je ne pouvais pas surmonter. Ils ne m'avaient pas seulement humilié. Ils avaient programmé l'humiliation pour qu'elle arrive au moment où refuser de signer me ferait passer pour un homme se vengeant d'une femme qui l'avait blessé. J'ai fermé le dossier. Richard Callaway n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. L'accord était suspendu et la salle regardait, et Claire se tenait sur une scène tenant sa propre bague sans plus rien à annoncer. J'ai mis le dossier sous mon bras et je me suis dirigé vers la sortie selon mes propres termes, dépassant l'équipe de sécurité qui venait pour me faire sortir, dépassant les tables des investisseurs qui étaient venus par avion pour une célébration qui n'avait plus lieu. Dépassant 300 personnes qui commençaient à comprendre qu'il manquait une pièce importante à l'histoire qu'on leur avait racontée sur Harrington Biotech. Je ne savais pas ce soir-là tout ce que j'allais découvrir. Je ne savais pas depuis combien de temps le plan était en marche ni ce que je découvrirais en regardant enfin les documents comme une personne regarde quelque chose qu'elle aurait dû examiner des années plus tôt. Tout ce que je savais en sortant de ce gala avec un dossier imbibé de champagne et mon nom toujours attaché à 8 brevets qu'un accord d'1 milliard de dollars ne pouvait pas conclure sans, c'est que le choix que je venais de faire n'était la fin de rien. C'était le premier moment où j'avais agi comme quelqu'un qui comprenait ce que son silence avait valu pour eux. Claire est venue me trouver 2 jours après le gala. Non pas à la maison que nous avions partagée, que j'avais déjà discrètement quittée, mais au bureau de recherche que je tenais dans un immeuble que la plupart des gens ne savaient pas associer à moi. Elle avait l'adresse parce qu'elle l'avait toujours eue, ce qui m'a dit qu'elle avait pesé le pour et le contre de l'utiliser pendant un certain temps avant de le faire. Elle s'est assise en face de moi avec le sang-froid de quelqu'un qui avait répété la conversation et elle m'a dit que ce qu'elle avait dit sur cette scène était une décision personnelle, distincte des affaires, et que je confondais les deux parce que j'étais blessé. Je l'ai laissé finir. Elle a soutenu que l'annonce au gala et les documents de transfert étaient des questions sans rapport, que l'une concernait notre mariage et l'autre un accord technologique qui avait des conséquences importantes pour des centaines d'employés et de patients qui dépendaient du système Aegis. Elle a dit qu'elle avait besoin que je sépare mes émotions de mes obligations professionnelles. La qualité particulière de ce qu'elle demandait ne semblait pas la frapper, qu'elle avait utilisé un événement professionnel pour mettre publiquement fin à notre mariage et demandait maintenant que je ne permette pas aux deux choses de s'influencer mutuellement. Je lui ai dit que j'aurais besoin de temps pour examiner la documentation avant de prendre toute décision. Elle est partie sans la signature qu'elle était venue chercher. Evelyne a agi plus vite que Claire. En une semaine, ses avocats ont envoyé une lettre décrivant ce qui se passerait si je continuais à refuser ma signature. Harrington Biotech engagerait des poursuites en affirmant qu'Aegis avait été développé en utilisant les ressources de laboratoire, l'équipement et le personnel de l'entreprise et que, par conséquent, la propriété intellectuelle appartenait à l'entreprise. Au-delà de la menace légale, la lettre clarifiait d'autres choses. Ma réputation dans les cercles de recherche ne survivrait pas au litige qu'ils étaient prêts à monter. Des employés perdraient leur poste. Les patients utilisant actuellement les systèmes de diagnostic Aegis seraient confrontés à une interruption des soins si l'acquisition s'effondrait et que Harrington entrait dans une instabilité financière. La formulation était prudente et complète, conçue pour faire en sorte que refuser ressemble à un acte de cruauté plutôt qu'à de l'autoprotection. Ce qui a suivi cette lettre fut une campagne médiatique que je n'avais pas anticipée dans sa rapidité ou sa coordination.
Un profil est apparu dans une publication économique décrivant la croissance décennale de Harrington Biotech comme le résultat du leadership de Claire et de la vision stratégique d'Evelyne. Mon nom n'était pas dans l'article. Quelques jours plus tard, Claire a accordé une interview dans laquelle elle a décrit le mariage avec le genre de tristesse mesurée qui se lit comme de la crédibilité. Elle a dit qu'elle avait passé des années à essayer de protéger un mari qui était devenu de plus en plus instable et contrôlant, un homme qui avait lutté avec l'écart entre son potentiel précoce et son incapacité à construire quoi que ce soit de durable par lui-même. Elle n'a pas prononcé mon nom directement. Elle n'en avait pas besoin. Les sections de commentaires se sont remplies des réponses prévisibles. Un homme que sa femme avait quitté tenait une entreprise en otage. Un chercheur raté essayait de réécrire l'histoire par fierté blessée. Plusieurs personnes qui avaient été au gala ont écrit sur la façon dont j'avais refusé de signer des documents qui auraient sauvé des centaines d'emplois, sans mentionner que ces mêmes documents avaient été arrosés de champagne par ma belle-mère 2 minutes plus tôt. La vidéo montée de la soirée a circulé sur plusieurs plateformes. Elle me montrait fermant le dossier et la suspension de l'accord qui a suivi. La partie où Evelyne arrachait l'insigne de ma veste et où Claire annonçait au micro qu'elle en avait fini de porter un poids mort avait été entièrement retirée. J'ai regardé le récit se construire et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre plus tôt. Cela n'avait pas commencé au gala. Le gala avait été un mécanisme de livraison, pas un point d'origine. J'ai commencé à parcourir la correspondance juridique que j'avais accumulée au fil des ans, cherchant des choses que j'avais reçues et classées sans les lire attentivement parce que j'avais cru que Claire gérait le côté commercial de notre arrangement de bonne foi. Ce que j'ai trouvé dans ces dossiers m'a pris presque une semaine à traiter. 3 mois avant le gala, Claire avait retenu les services d'un conseil extérieur pour une série d'enquêtes qui n'avaient rien à voir avec l'acquisition d'Orion. Les lettres d'engagement décrivaient 4 objectifs de recherche distincts. Comment transférer la propriété de brevets d'un trust indépendant à une entité corporative? Comment restructurer un accord de licence pour retirer le concédant de licence originale? Comment établir que la propriété intellectuelle avait été développée en utilisant les ressources de l'entreprise plutôt qu'indépendamment, et comment limiter la réclamation d'un conjoint sur les actifs en prévision d'une procédure de divorce? Les dates sur ces documents précédaient l'offre d'Orion de plusieurs semaines. Le plan n'avait pas été réactif. Il avait été construit à l'avance, et l'accord d'Orion avait été l'échéance qui dictait le calendrier. Le courriel était la pièce qui a tout clarifié. Je l'ai trouvé dans une chaîne transférée qui avait été accidentellement incluse dans une production de documents de l'équipe juridique de Claire, une erreur de production que ses avocats ont plus tard essayé de récupérer, mais n'ont pas pu parce que je l'avais déjà lu. Dans le courriel, Evelyne disait à Claire que la signature devait être obtenue avant toute annonce publique du divorce. La réponse de Claire était en 4 mots que j'ai lus plusieurs fois pour m'assurer de les comprendre correctement. Elle avait écrit que je signerais parce que je me sacrifiais toujours pour elle quand cela comptait. Elle ne décrivait pas un espoir. Elle décrivait un schéma qu'elle avait étudié et avait l'intention d'utiliser une dernière fois. Ce n'était pas un mariage qui s'était effrité. C'était une transaction qui s'était déroulée en parallèle du mariage tout le temps, et j'avais été la seule partie qui ne connaissait pas les termes. J'ai engagé mon propre avocat, un homme nommé Douglas Mercé, qui avait bâti sa pratique sur le contentieux de la propriété intellectuelle, et qui ne sous-estimait pas ce dont la famille Harrington était capable lorsque les ressources étaient à leur disposition. Douglas m'a dit que la situation était difficile mais pas perdue et que la chose la plus importante était d'établir une chronologie documentée du travail de développement original qui précédait toute implication de Harrington Biotech. Je savais que cette chronologie existait. J'avais tout gardé de ces premières années dans des archives de stockage maintenues par une installation de laboratoire indépendante. Des dossiers horodatés auxquels personne d'autre n'avait accès et que je n'avais jamais eu besoin de produire jusqu'à présent. Avant que je puisse avancer dans cette direction, Harrington Biotech a intenté son procès. La plainte alléguait qu'Aegis avait été substantiellement développée en utilisant les installations de l'entreprise et qu'un document signé par moi 6 ans plus tôt avait transféré la propriété de la propriété intellectuelle à l'entreprise. Je n'avais jamais signé un tel document. Je l'ai dit clairement à Douglas, et il m'a cru, mais me croire et le prouver étaient des problèmes différents dans une salle d'audience. Evelyne a produit le document lors de la première audience de procédure. Cela ressemblait à ma signature. Les experts en écriture que Douglas a engagés ont dit qu'elle avait été transférée d'un autre document, une conclusion qui a mis du temps à être officialisée, tant que le tribunal n'était pas enclin à attendre. L'ordonnance temporaire est tombée avant que l'analyse médico-légale ne soit terminée. Le tribunal a gelé mon autorité de licence, m'a interdit de transférer les brevets à un tiers,
et a permis à Harrington Biotech de continuer à fonctionner sous la licence existante pendant que le litige de propriété était résolu. L'équipe de Richard Callaway chez Orion a informé Douglas qu'il n'était pas prêt à maintenir l'acquisition ouverte indéfiniment et avait entamé des conversations préliminaires avec une autre entreprise. L'accord que je n'avais jamais été entièrement disposé à signer était maintenant, en pratique, parti, et c'est moi que la presse financière décrivait comme l'ayant détruit. Un ancien collègue nommé Philippe Hartman était la personne sur laquelle j'avais le plus compté. Philippe avait été au laboratoire avec moi pendant la période de développement original, avait coécrit les premières notes de recherche, et avait vu le prototype à chaque étape avant qu'il ne devienne le système que Harrington Biotech a finalement concédé sous licence. Il avait accepté de fournir une documentation soutenant mon récit de la chronologie. Puis les avocats d'Evelyn lui ont envoyé une lettre alléguant que sa participation constituerait une violation d'un accord de non-divulgation qu'il avait signé en tant que contractant de Harrington. Un accord que les propres avocats de Philippe lui ont dit ne tiendrait probablement pas devant un tribunal, mais qui lui coûterait plus cher à combattre que ce que l'implication valait pour lui personnellement. Philippe s'est retiré. Il m'a appelé pour m'expliquer et je lui ai dit que je comprenais parce que c'était le cas, même si le retrait supprimait le témoin le plus direct que j'avais de la période qui comptait le plus. Plusieurs employés de Harrington Biotech m'ont contacté pendant cette période. Pas de manière organisée, mais individuellement. Des chercheurs, des chefs de projet et du personnel administratif qui n'avaient rien à voir avec les décisions que Claire et Evelyn avaient prises. Ils sont venus me voir parce qu'ils avaient peur et parce que la version des événements à laquelle ils avaient accès était celle que l'équipe de communication de Claire avait construite. Ils savaient qu'un accord s'était effondré. Ils savaient que leurs emplois étaient incertains. Ils ne savaient pas pourquoi, et en l'absence de cette connaissance, ils croyaient ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire que j'avais placé mes griefs personnels avant les personnes qui dépendaient de l'entreprise. Je ne pouvais pas tout leur dire. Je leur ai dit que leur situation n'était pas ce qu'elle semblait être et que je travaillais à la résoudre, ce qui était vrai et insuffisant. L'audience préliminaire a été le point le plus bas. L'avocat principal de Claire a présenté les procès-verbaux du conseil d'administration, les registres financiers, la documentation de recherche interne, et une chronologie qui décrivait Aegis comme une technologie d'origine de l'entreprise. Améliorée et commercialisée grâce à l'investissement de Harrington. L'argument était techniquement sophistiqué et sélectivement exact. Il était vrai que l'entreprise avait investi dans la commercialisation, vrai que son capital avait mis la technologie sur le marché, vrai que son personnel avait affiné des éléments du produit déployé. Ce qu'il excluait entièrement, c'était la période avant tout cela, les années dans un laboratoire loué, à mes propres frais, finançant les 8 brevets déposés à mon nom avant que Harrington Biotech n'ait la moindre implication. Le document de transfert falsifié se trouvait au centre de leur cas comme un mur porteur. Le clip vidéo du gala, la version montée, a été diffusé pendant l'audience. Je me suis vu fermer le dossier à l'écran et j'ai compris comment cela se lisait pour quelqu'un qui n'avait pas été dans la pièce. Le juge a rendu des conclusions selon lesquelles Harrington Biotech avait démontré une base suffisante pour procéder au litige de propriété. Les restrictions temporaires sur mes droits sont restées en place. Ce soir-là, je suis retourné à tout ce que j'avais, les confirmations d'accès aux archives, les dossiers de dépôt de brevets originaux, la correspondance que j'avais gardée des premières années de développement, et je suis retourné à la chaîne de courriels que j'avais déjà lue. Mais cette fois, j'ai regardé le fil de discussion complet. 3 messages plus tôt dans la chaîne, Evelyn avait joint une numérisation du document de transfert et demandé à Claire s'il y avait un risque que je reconnaisse la signature comme frauduleuse avant la conclusion du litige. Claire avait répondu que le document tiendrait assez longtemps. Elle avait vu le document de transfert falsifié. Elle l'avait examiné. Elle avait dit à sa mère qu'il remplirait son office. J'avais passé des années à accepter les coups silencieux de notre mariage, l'effacement de mon nom, la diminution, la façon dont mes contributions étaient devenues invisibles par degrés. Ce que je ne m'étais jamais permis d'examiner clairement, c'est que la personne de l'autre côté de cet arrangement n'avait jamais perdu une nuit de sommeil à cause de ce que cela me coûtait. Claire avait regardé un document falsifié conçu pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit, et sa seule question avait été de savoir s'il durerait assez longtemps pour être utile. C'était la réponse à une question que je ne savais pas que je posais. Et une fois que je l'ai eue, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. La réunion a été qualifiée d'ultime opportunité. C'était le langage que Douglas a reçu dans la vie formelle, une dernière session programmée pour résoudre le litige sur les brevets avant que toutes les parties ne s'engagent dans un litige prolongé. La salle contenait 12 personnes. Les membres du conseil d'administration de Harrington,
deux représentants de l'équipe d'acquisition d'Orion, le principal créancier détenant la plus grande partie de la dette impayée de Harrington Biotech, et les avocats des deux parties. Claire était assise à l'autre bout de la table. Evelyne s'était positionnée à côté du président du conseil d'administration. Je suis arrivé avec Douglas et j'ai pris le siège directement en face de Claire pour la première fois depuis le gala. L'avocat principal de Claire a commencé avec la proposition de règlement. Les termes avaient été rédigés dans un langage conçu pour ressembler à une concession. Je transférerai les 8 brevets à Harrington Biotech. En échange, je recevrai un règlement financier assez important pour que la plupart des gens dans ma situation aient considéré la conversation comme terminée. Les poursuites judiciaires seraient retirées. Claire ferait une déclaration publique reconnaissant que j'avais contribué de manière significative au développement précoce de la technologie Aegis. Les employés de Harrington Biotech garderaient leur poste. L'acquisition pourrait potentiellement être relancée avec Orion et tout le monde irait de l'avant. Claire m'a regardé pendant que l'avocat lisait les termes à voix haute et son expression portait la qualité particulière de quelqu'un qui a décidé que ce résultat est inévitable et qui attend que l'autre personne parvienne à la même conclusion. J'ai tout écouté. Douglas m'avait conseillé d'entendre la proposition complète avant de répondre, et j'ai suivi ce conseil, bien que le montant financier ne soit pas ce qui m'a fait hésiter. Ce qui m'a fait hésiter, c'était un autre dossier, que j'avais passé 3 nuits à examiner avant cette réunion, un matériel qui n'avait rien à voir avec la propriété des brevets et tout à voir avec la raison pour laquelle Evelyne avait été si constamment pressée par le calendrier. 6 semaines avant le gala, un contractant d'examen de la sécurité avait soumis un rapport à la division de surveillance technique de Harrington Biotech signalant une erreur de calibrage dans la version commerciale du système de diagnostic Aegis. L'erreur était spécifique et sérieuse, dans un ensemble particulier de variables patientes. La fenêtre de détection que le système était conçu pour fermer pouvait plutôt produire un faux négatif, le résultat exact que la technologie avait été construite pour empêcher. Le contractant avait soumis le rapport. Un deuxième examen interne avait confirmé la découverte 2 semaines plus tard. Une troisième évaluation commandée par quelqu'un de la division technique qui avait fait remonter l'inquiétude était parvenue à la même conclusion. 3 documents distincts décrivant le même défaut dans un produit que des hôpitaux de 3 marchés régionaux utilisaient activement. Tous 3 avaient été marqués comme reçus par l'équipe de conformité de Harrington Biotech. Aucun n'avait été divulgué à Orion pendant le processus de diligence raisonnable de l'acquisition. J'avais trouvé des références au rapport dans un ensemble de communications internes produites lors de la découverte de litiges, enfouies dans un dossier de correspondance de routine qui semblait conçu pour être négligé. Il avait fallu un spécialiste que Douglas a engagé pour identifier ce qui manquait dans le dossier de divulgation officielle, non pas les rapports eux-mêmes, que l'équipe de Harrington n'avait pas produit, mais les références à ceux-ci dans d'autres documents, ce qui créait une lacune traçable. L'urgence d'Evelyne concernant le calendrier de la transaction n'était pas simplement de la cupidité, ou pas seulement de la cupidité. Elle savait que les rapports de sécurité existaient et avait compris que plus le processus d'acquisition s'éterniserait, plus la probabilité que l'équipe technique d'Orion les trouve indépendamment serait grande. L'accord d'$1 milliard devait être conclu avant que le défaut ne devienne public, et j'étais le dernier obstacle entre ce résultat et les patients qui continueraient à utiliser un système avec une erreur de diagnostic non résolue. J'ai dit à Douglas avant la réunion que je ne signerais pas. Il avait examiné le matériel de sécurité et était d'accord que la situation avait dépassé un simple litige de brevet. Lorsque l'avocat de Claire a fini de présenter les termes du règlement, Douglas s'est levé et s'est adressé à la salle. Il a décrit les 3 rapports de sécurité. Il a décrit la lacune dans le dossier de divulgation. Il a déclaré clairement que son client avait pris connaissance d'un grave problème technique dans le produit commercial Aegis qui n'avait été communiqué ni à Orion ni aux membres du conseil d'administration actuellement assis à la table et que signer tout transfert de brevet dans ces circonstances constituerait la participation de son client à la dissimulation de cette information aux institutions médicales qui dépendent de la technologie. L'ambiance dans la salle a changé. Le représentant d'Orion a ouvert son dossier pour la première fois. Ce qui s'est passé ensuite a pris le reste de la matinée. Douglas avait arrangé la venue de Philippe Hartmann, et Philippe est entré pendant la suspension de séance qui a suivi. Il avait pris une décision que son propre avocat avait finalement soutenue, à savoir que l'accord de non-divulgation que Harrington avait utilisé pour le faire taire ne s'étendait pas à la dissimulation de fraude active ou de problèmes de sécurité. Philippe a apporté avec lui un disque dur contenant les archives de laboratoire originales de la période de développement, des fichiers horodatés, des schémas de prototypes, des registres de tests.
des notes de laboratoire manuscrites qu'il avait photographiées et stockées numériquement par pratique personnelle, et une séquence de courriels entre lui et moi datant des années précédant toute implication de Harrington Biotech. Les fichiers les plus anciens précédaient l'accord de licence de l'entreprise de 4 ans. Les références au dépôt de brevets les plus anciens dans ces fichiers le précédaient de 3 ans. Un membre du conseil d'administration nommé Warren Aldridge, qui avait rejoint le conseil de Harrington 5 ans après la signature de l'accord de licence original, a demandé à prendre la parole. Warren avait passé ses années à observer les décisions se prendre de l'intérieur, et il avait commencé à tenir ses propres dossiers lorsque la pression autour de la transaction avec Orion était devenue difficile à ignorer. Il a décrit une session du conseil d'administration datant de 4 mois plus tôt au cours de laquelle Evelyn avait communiqué à tout membre ayant des réserves sur la vente que leur participation continue au conseil était conditionnée à leur soutien à la transaction. Il l'avait documenté à l'époque parce qu'il l'avait trouvée inhabituelle et n'avait pas su jusqu'à présent que la pression avait une raison spécifique derrière elle. Le représentant d'Orion a demandé sa propre suspension de séance. Lorsque la salle s'est réunie à nouveau, il a informé les parties assemblées qu'Orion Medical Systems retirait entièrement son offre d'acquisition. Il a été précis sur la raison. Orion ne se retirait pas parce que j'avais refusé de signer. Orion se retirait parce que Harrington Biotech avait mené un processus de diligence raisonnable matériellement frauduleux en dissimulant des déficiences de sécurité connues dans la technologie principale sous-jacente à la transaction. Cette distinction était importante, et le représentant s'est assuré qu'elle soit énoncée assez clairement pour apparaître dans la transcription que le bureau de Douglas avait fait enregistrer. Le conseil d'administration a voté dans leur pour suspendre Claire et Evelyn de leurs rôles exécutifs et de gouvernance, en attendant un examen indépendant complet. Le représentant des principaux créanciers a déclaré que son entreprise demanderait des procédures de restructuration d'urgence sous surveillance indépendante, citant l'inquiétude que la direction actuelle ait exposé l'entreprise à une responsabilité importante. Une enquête réglementaire sur la dissimulation des rapports de sécurité a été ouverte par l'organisme de surveillance approprié avant la fin de la semaine. L'analyse médico-légale de la signature que Douglas avait commandée a achevé son rapport formel peu de temps après. Il a confirmé que la signature sur le document de transfert de 6 ans qu'Evelyn avait produit lors de l'audience préliminaire avait été prélevée d'un contrat distinct et repositionné. Le tribunal a annulé l'ordonnance temporaire restreignant mes droits de brevet. La propriété du Lawson Research Trust sur les 8 brevets fondamentaux d'Aegis a été formellement affirmée. Harrington Biotech ne s'est pas effondré. Je veux être précis à ce sujet car le résultat est important pour la façon dont je comprends ce que j'ai choisi. L'entreprise est entrée en restructuration. Une nouvelle direction indépendante a été installée. Les employés qui n'avaient aucune connaissance et aucune implication dans ce que Claire et Evelyn avaient fait ont conservé leur poste pendant la transition et, pour la plupart, ont conservé leur emploi par la suite. L'entreprise a survécu sous une forme diminuée, ce qui était plus qu'elle ne méritait et exactement ce que les personnes qui y avaient travaillé honnêtement méritaient. Evelyn a été retirée du conseil d'administration de façon permanente. Claire a perdu le poste de PDG et a fait face à des poursuites en responsabilité civile liées à sa connaissance documentée du document de transfert falsifié et à son rôle dans la dissimulation des rapports de sécurité tant au conseil d'administration qu'à la partie acquéreuse. L'accord d'$1 milliard était parti pour de bon. Aucune version de celui-ci n'est jamais revenue. J'ai passé les mois qui ont suivi la résolution à faire le travail pour lequel j'avais été formé. Le système de diagnostic Aegis avait un défaut de calibrage que 3 examens distincts avaient documenté. Et indépendamment de la manière dont la situation juridique s'est résolue, ce défaut devait être corrigé avant que la technologie ne se retrouve dans un autre environnement patient. J'ai confié le travail de remédiation à une entité nouvellement formée, enregistrée à mon propre nom, composée initialement de scientifiques avec qui j'avais travaillé au fil des ans. Et progressivement rejointe par un certain nombre d'anciens employés techniques de Harrington qui m'avaient contacté pendant le processus de restructuration. Le système corrigé, avec des données de validation mises à jour et une piste d'audit transparente, a été concédé sous licence à un réseau médical régional doté d'une structure de surveillance indépendante établie. Les termes de la licence incluaient des exigences d'examen de sécurité continue qui n'étaient pas négociables. Claire et moi nous sommes rencontrés une dernière fois pour finaliser la procédure de divorce. C'était une réunion tranquille, gérée par des avocats, avec une brève conversation après que ni l'un ni l'autre n'avions prévu, mais qui semblait se produire quand même. Elle m'a demandé si les choses auraient été différentes si le gala s'était déroulé autrement. Si elle n'avait pas fait l'annonce sur scène, n'avait pas retiré la bague, avait géré la fin du mariage par l'intermédiaire d'avocats au lieu d'un micro devant 300 personnes.
Elle ne me demandait pas de reconsidérer quoi que ce soit. Je pense qu'elle voulait sincèrement comprendre si une séquence d'événements différentes aurait pu produire un résultat différent. Je lui ai dit que ce n'était pas au gala qu'elle avait perdu l'accord. Elle l'avait perdu au moment où elle avait lu un message de sa mère demandant si un document falsifié tiendrait assez longtemps pour être utile et avait choisi de ne pas me le dire. Elle l'avait perdu avant cela, dans les années où elle avait reçu le cadeau silencieux de mon silence et n'avait jamais pensé une seule fois à ce qu'il me coûtait de continuer à le donner. Elle avait construit une compréhension de notre mariage dans laquelle ma volonté de me sacrifier était une ressource plutôt qu'un choix. Et quand j'ai finalement cessé de rendre ce choix disponible pour elle, elle l'a traité comme un dysfonctionnement dans un système qui avait toujours fonctionné auparavant. Elle n'a pas répondu directement à cela. Elle a regardé les papiers sur la table entre nous et a dit qu'elle supposait qu'elle avait toujours cru que je lui donnerais tout ce dont elle avait besoin si les enjeux étaient assez élevés. Je lui ai dit qu'elle ne s'était pas trompée sur moi pendant la majeure partie de notre mariage. Elle avait juste dépassé la limite de ce que l'on peut demander à l'amour de couvrir, et aucun de nous ne l'avait remarqué avant que nous y soyons déjà. J'ai signé les papiers du divorce. Je n'ai signé aucun document de transfert de brevet parce qu'il n'y avait aucun document de transfert de brevet sur la table et qu'il n'y en aurait plus jamais. Je suis sorti de cet immeuble de bureau dans un après-midi qui semblait banal, de la manière dont la plupart des jours le sont quand quelque chose d'important s'est terminé. Ni triomphant, ni dévasté, simplement réel de la manière dont les jours ordinaires sont réels après des jours extraordinaires. Le Lawson Research Trust détenait toujours les 8 brevets. Le système Aegis fonctionnait correctement dans les hôpitaux où il faisait ce que j'avais toujours voulu qu'il fasse. L'entreprise que j'avais bâtie pour porter ce travail était petite, prudente et entièrement mienne. Le nom que j'avais vu disparaître des communiqués de presse et des programmes de remise de prix, et de l'histoire publique de ma propre invention, était sur la porte de cette entreprise, sur les dépôts de brevets, sur les accords de licence, et sur chaque document qui sortait sous son en-tête. Ils n'avaient pas sous-estimé ce que je valais en termes financiers. Le chiffre d'1 milliard de dollars l'avait clairement montré. Ce qu'ils avaient sous-estimé, c'était la différence entre un homme qui se sacrifie parce qu'il aime et un homme qui n'a plus de raison de le faire. Ce ne sont pas les mêmes hommes. Et la distance entre eux n'est pas une négociation. C'est une ligne. Et une fois qu'elle est tracée, aucune somme d'argent, de manœuvre juridique ou d'opinion publique fabriquée ne peut la ramener là où elle était. Le sacrifice dans un mariage n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas la permission pour l'autre personne de posséder l'œuvre de votre vie, votre nom, ou vos limites. Claire et Evelyne avaient bâti un empire sur 3 choses qui n'allaient jamais tenir, la tromperie, le mépris, et la conviction qu'un homme tranquille restera tranquille pour toujours. Elles n'avaient pas mal jugé la valeur de ce que j'avais construit. Elles avaient mal jugé où se situait ma limite, et au moment où je l'ai tracée, tout ce qu'elles avaient construit de l'autre côté s'est effondré.